Voilà, merci, bonsoir. Merci pour l'invitation du côté de l'organisation et de Banque Dele. Je m'appelle Tom Frank, je travaille pour le ministre des Finances. Et en fait, je me sens peut-être un peu comme la bête bizarre ici dans la salle. Pas parce que je suis doué de deux prénoms, Tom et Frank. Pas parce que mon français peut-être n'est pas impeccable. Mais probablement parce que je suis peut-être le seul ici dans la salle qui passe la plupart de son temps à regarder derrière, à regarder dans le passé, qu'est-ce qui est passé pendant la crise financière, etc., etc. Et je voulais ce soir un peu utiliser ce point de vue parce qu'au cabinet, moi je suis responsable pour tout sauf la fiscalité. Alors pour toutes les questions impôts, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais pour le secteur financier, pour les discussions internationales, économie, budget, etc. Et de ce point de vue-là, je veux vous donner le point de vue d'un régulateur et en fait aussi le point de vue d'un superviseur, parce que j'ai travaillé il y a 2 ans pour la Banque nationale en train de superviser en fait les initiatives FinTech, etc. Et je pense que c'est aussi une vue importante pour les entrepreneurs qui sont sûrement ici de ce côté liégeois, qui sont ici présents dans la salle pour donner le point de vue d'un régulateur, d'un superviseur sur le phénomène du FinTech. En fait, je suis presque 100% d'accord avec tout ce qui a été dit. Je voulais entrer dans le détail des drivers, des facteurs qui font que maintenant on parle aussi beaucoup de FinTech, parce que allez, tout le monde, partout, on parle. Et je fais en fait la distinction entre les facteurs push et les facteurs pull. Et c'est un peu le même message que Vincent a fait. Le facteur pull, ça veut dire, du côté d'un régulateur, tout ce qui résout des vrais problèmes économiques des gens, des entreprises, de la société. Ça sont des bonnes choses qu'on doit promouvoir. Et le reste, les facteurs push, comme la technologie, etc., c'est hyper intéressant, mais ce n'est pas à nous, au secteur public, de choisir une technologie vers l'autre. Alors pour nous, ce qui est important, c'est, par exemple, le underserved markets, que tous les projets qui ont une qualité économique reçoivent des emprunts, des sous. Je pense que c'est aussi la raison pourquoi en Chine et en Afrique, le FinTech, ça fonctionne si bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au financement, qui, avec tous les digital, etc., ont accès. Deuxièmement, on veut tous avoir des services plus vite, mieux, plus bon marché, etc. Alors c'est aussi une exigence de société, des entreprises, des gens. Troisièmement, on veut tous acheter sur l'Internet, le e-commerce, etc. On veut avoir le lien avec les systèmes financiers. Alors il y a des customer expectations qui demandent que les transactions sont faites en real time, qu'on ne doit pas attendre 3 semaines avant qu'on a un go pour notre emprunt, etc. On veut que les choses se bougent. Il y a des nouveaux modèles, des nouvelles business models qui se développent. Et quatrièmement, et ça c'est peut-être plutôt une chose sociétale, où on travaille beaucoup dans les discussions européennes, c'est le financial flexibility, c'est le Capital Markets Union. Parce qu'on a vu, il y a 10 ans, que si les banques ne fonctionnent pas très bien, on a vraiment des grands problèmes économiques. On doit encore toujours payer notre dette, etc. C'est beaucoup trop haut des entreprises, des familles, de l'État, à cause des problèmes dans les banques. Alors, il faut avoir des alternatives. Si les banques ne fonctionnent pas très bien, il faut avoir des alternatives. Et alors, c'est le marché de capitaux. Et là, le FinTech peut aussi jouer un rôle important à développer ces choses-là en Europe, en Belgique. Et ça sont pour moi un peu les facteurs pull. Ça sont les problèmes qu'on doit résoudre où le FinTech peut vraiment apporter de la valeur ajoutée. Puis on a les facteurs push, comme la technologie, le fait que, bon, ici, les systèmes IT, etc., ce n'est pas très efficace dans le secteur financier, qu'il y a beaucoup de nouveaux entreprises qui entrent dans le marché et qu'il y a beaucoup plus de réglementation. Ça sont des facteurs qui stimulent un peu le développement des FinTech. Et c'est bien aussi longtemps que ça donne des vraies solutions à des vrais clients. Je pense tout à fait le même message qui a été fait. Dans les slides suivants, je vais entrer un peu dans les facteurs push.
pour un peu en parler de comment est-ce qu'on regarde ça. Comment est-ce qu'on regarde à la technologie, à l'efficacité, etc. Comment est-ce qu'on veut que ça soit... allez, quels sont les sentiments qu'on a. Alors pour commencer avec la technologie, ici c'est un joli curve Gartner, il publie ça chaque année, qui montre un peu toutes les technologies sur un cycle, où ils disent, voilà, ok, au début, il y a une innovation, une technologie qui se développe, puis il y a toujours un peak of inflated expectations, ça veut dire que bon, tout le monde devient super excité, c'est la nouvelle chose qu'on veut avoir. Puis, ok, il y a une déception, les gens se réalisent que c'est peut-être pas si bien fait, qu'il y a plein de problèmes, etc. Et après, on a la phase de croissance où on voit vraiment des applications réelles qui marchent, qui fonctionnent et qui ont de la valeur ajoutée. Et tu peux voir ici, quand tu regardes sur la courbe là en haut, il y a deux choses dont les gens parlent beaucoup. C'est le blockchain. Au début, je pensais que le blockchain, c'est juste un mot sexy pour en fait une base de données. C'est la première fois en histoire qu'on a trouvé un mot sexy pour une base de données, parce que ce n'est pas plus que ça. Maintenant, je commence à réaliser qu'il y a des autres choses. Mais je pense qu'on est là dans la phase où tout le monde se dit, oui, ok, le blockchain, c'est intéressant, mais est-ce que ça va fonctionner? Et tu vois que Gartner dit, ok, ça va prendre 5 à 10 ans avant qu'on va vraiment des applications globaux qui vont avoir tout. Le même sur le autonomous vehicles, les voitures qui roulent sur le software. Aussi là, bon, beaucoup de gens en parlent, c'est vraiment une chose, les investissements sont énormes là-dedans, mais on doit encore voir que ça marche. Et là, tu as en fait 3 types de hurdles qu'on voit. C'est d'abord la technologie. Il faut standardiser. Si tu es en base de données globaux, il faut avoir un standard, ça doit marcher. Et tu dois aussi, par exemple, pour le blockchain, tu dois avoir assez de gens qui comprennent comment ça fonctionne et qui peuvent développer les modèles. Parce que tout le monde en parle, mais qui est vraiment capable de travailler avec ça? Il faut avoir l'expertise. Le business hurdles, bon, il faut accepter, il faut avoir des clients qui acceptent que ça marche, ça doit être secure, etc. Tu dois être convaincu que c'est vraiment des choses qui ont de la valeur. Et bien entendu, troisièmement, tu as le regulatory hurdles, tu as des réglementations, c'est hyper compliqué la réglementation bancaire. Moi, je suis commencé il y a 1 an et demi au cabinet du ministre et je pense que j'ai déjà passé probablement 2 000 à 3 000 pages de réglementation additionnelle financière. Alors pour une banque, ils ont tout un réseau compliance, etc. pour leur aider à comprendre ces règles. Pour un fintech qui commence, bon, bonne chance. Les banques toujours se plaignent de toutes ces règles. C'est dramatique, MiFID, PSD et tout ça. Mais c'est aussi une sorte de barrier to entry. C'est très difficile pour des nouveaux pour entrer le marché. Et ça, c'est aussi une chose qu'on veut stimuler. Alors, il y a ces 3 types de choses qui font que, bon, est-ce qu'on va vraiment avoir toute la valeur ajoutée des technologies? On verra bien dans le futur. Puis sur le business model, cette illustration vient du même papier du BIS, c'est le Bank of International Settlements, qui ont publié un très bon rapport sur tout ce qui est le fintech et comment le superviseur regarde ça. Je voulais vous montrer d'abord du côté, bon, pour vous droit du slide, qui montre en effet les innovations dans les secteurs différents. Et tu vois que, ok, 41% des innovations, c'est dans le secteur des paiements. Les paiements, ce sont des choses où les inefficacités sont encore grandes. Tu dois payer beaucoup pour faire des versements. Ce sont des actions que tu peux automatiser très facilement, etc. Alors, on voit que là, les évolutions, ça va très, très vite, très rapide. Les market support services, ça, c'est tout ce qui est technologie, etc. Ça fonctionne aussi très bien. Et puis les trois autres axes, en fait,
tout ce qui est crédit dépôt et capital raising services, alors les fonctions bancaires traditionnelles, là, on voit beaucoup de choses qui se bougent, mais c'est, je dirais en termes de taille, c'est pas énorme. Et quand on parle de crowdfunding, je pense en Belgique, le crowdfunding, ça c'est à peu près 1% du total des prêts. En Chine, c'est 10%, mais en Belgique, ok, c'est pas une chose qui est énorme, c'est important, mais c'est pas une chose qui est énorme. Et le même vaut pour en fait les investment management services ou bankdelen, par exemple. Je pense ils vont dire le plus grand, le meilleur, mais je crois que c'est à peu près la vérité, probablement. Mais là également, tu vois des choses qui se développent un peu plus lentement. Et je pense que ces deux choses, il y a des explications un peu différentes. Dans les services bancaires traditionnels, c'est parce que le superviseur n'aime pas trop. On a vu dans le passé les problèmes qu'on a eu pendant la crise financière. C'était dû à trop de prêts, pas assez de liquidité, trop de leverage, des ratios surréputés qui ne fonctionnent pas très bien. Et là, on est très vigilant. Alors, s'il y a des nouveaux entrants dans ce marché-là, bon, on veut être persuadé qu'ils appliquent toutes les règles, qu'ils respectent toutes les règles, parce que bon, si là des choses font mal, tout le monde a un problème. Alors, on est très vigilant et je pense que ça fait que c'est un peu plus difficile d'entrer dans ce part de marché. Pour tout ce qui est Investment Management Services, là on voit des mots comme High Frequency Trading, Robo-Advice, etc. Ce qui marche très bien, c'est très intéressant. Je pense que on manque de temps en temps la valeur ajoutée de quelqu'un qui comprend ce qui se passe, parce que si tout est fait par des ordinateurs, c'est très bien, mais bon, il faut quand même un peu regarder ce qui est derrière. Et la crainte qu'on a là, c'est vraiment la volatilité et la procyclicalité. Parce que si tout le monde met un petit code dans un ordinateur et dit il faut acheter quand les prix sont hauts et il faut vendre quand les prix sont bas, on va créer la volatilité. Et on a vu ça déjà quelques fois dans le passé. Je pense qu'il y a 2 ans, le Dow Jones a diminué avec 10% dans quelques heures dû au high frequency trading. C'était vraiment un problème dans les marchés. Et là, on craint que, bon, allez, il faut contrôler ça, qu'on ne crée pas de volatilité, qu'on ne crée pas des crises dues au fait que ce ne sont que des ordinateurs qui font du trading avec des autres ordinateurs. Je pense que les évolutions vont vite. Les fintechs ne sont pas des gens stupides derrière. Ils sont capables de trouver des meilleurs algorithmes, mais quand même, il y a beaucoup de Chinois, etc., qui sont aussi là-dessus. Quand on voit le Bitcoin, etc., ça me fait peur, et beaucoup de gens. Puis, le même, alors je ne dois plus l'expliquer. En fait, la seule chose que je voulais dire ici, c'est l'exemple qui a aussi été fait c'est le distributed bank. Alors, ce schéma-là, ça montre tous les futurs possibles des banques. La première, c'est juste, OK, les banques, ils gagnent, ils reprennent tous les fintechs et ça devient des grands fintechs et ils gagnent leur part de marché. Deuxièmement, tu as les new banks. Ça peut être, par exemple, des banques étrangères, Santander, Barclays, qui sont très bien en fintech et ils transmettent leur modèle en Belgique et ils font la concurrence et les banques belges disparaissent. Ou des big tech, etc. Mais troisièmement, tu as le distributed bank, ça veut dire que bon, les banques ils gardent une certaine activité, une base de données, et puis tu as des fintech et des big tech qui prennent des autres parts, et ils font ça dans le back-office et également dans le front-office, que comme client, tu dois aller vers X pour te donner les dépôts, pour Y pour les prêts, et pour les paiements, tu vas à une partie Z. Et puis, OK, tu as encore 2 autres modèles. C'est super intéressant. Une crainte des superviseurs qui, je pense, est important également dans ce modèle-là. Dans le modèle A ou le modèle B, le seul souci qu'on a, c'est la concurrence. Assurer qu'il y a une concurrence, que tu n'as pas des monopolies ou des duopolies qui se développent parce qu'il y a un qui est beaucoup mieux, qui est meilleur que les autres, et alors bon, on a un problème de compétitivité. Mais en fait, dans la partie 3, dans le distributed bank, le souci qu'on a, c'est un peu la fragmentation du marché.
si il y a quelqu'un qui donne un prêt, et puis, c'est la seule chose qu'il fait, il donne un prêt, tu entres, il donne OK, voilà. Et puis, il vend l'après à un autre, et l'autre vend l'après à un autre, et l'autre vend l'après à un autre. Qui est responsable si les choses font mal? Où est la motivation du premier de vraiment regarder si l'après peut être remboursé? C'est vraiment une des causes centrales de la crise de 2007-2008. Et c'est vraiment la fragmentation qui peut imposer des problèmes pareils, qui peut aussi poser le problème, bon, si un des petits chaînes dans la grande chaîne tombe faillite ou il y a des problèmes de cyber et le service ne fonctionne plus, bon, est-ce que les autres parties vont encore fonctionner parce que tout va ensemble? Ça, c'est le genre de questions qu'on se pose ici dans ces modèles. C'est très intéressant, mais bon, tout le monde doit respecter les règles et tout doit fonctionner ensemble. Si tu commences à distribuer toutes les responsabilités. Alors pour conclure, j'essaie de mettre tout sur un slide. Le premier message est les facteurs pull du côté d'un régulateur et d'un politicien sont beaucoup plus importants que les facteurs push. On s'en fout quelle technologie peut apporter la meilleure solution, aussi longtemps que ça fonctionne. Et ça répond à des vrais problèmes des vrais gens et des vraies entreprises, et pas des problèmes inventés par le secteur lui-même, ce qu'on voit aussi de temps en temps. Ça doit être des vraies solutions. Alors on veut stimuler en fait la concurrence et l'innovation. On veut être dans la réglementation, on dit technology neutral. Si tu fais ça comme ça, c'est pas notre problème. On ne comprend pas tout ça, mais on veut que bon, la réglementation ne va pas promouvoir l'un contre l'autre. Et la promotion du talent, c'est aussi une chose qui est très importante. Le deuxième axe, je dirais, ça sont tout ce qui est health checks, assurer que les risques sont bien couverts. Je n'ai pas parlé trop de cyber, parce que je pense que les fintech peuvent être la réponse. Pourquoi est-ce qu'on voit si beaucoup de cyber risques? Parce que beaucoup de l'infrastructure est en fait vieux et construit dans les années 80, 90. Et peut-être c'est plus dangereux de travailler avec des outils du passé qu'avec les outils modernes qui normalement sont développés selon les meilleurs standards, on espère, et qui créent moins de problèmes. Alors les fintech peuvent être le problème en termes de cyber si ce n'est pas bien développé, mais peuvent aussi être la solution. Or, market structure, j'ai un peu parlé, il faut garder que bon, il y a la concurrence, etc. Compliance, alors comme régulateur, est-ce qu'on va être plus soft pour tout ce qui est fintech que pour les services traditionnels? En termes de réglementation, non. Tout le monde doit respecter les règles. On a installé maintenant des règles beaucoup plus strictes en termes de protection du consommateur, le MiFID 2, bon, c'est un truc énorme. Alors, on ne va pas dire à un fintech qu'ils ne doivent pas respecter les mêmes règles que BankDeal doit respecter. Alors, je pense que là, on ne va pas être plus soft que pour les banques traditionnelles. J'ai parlé de risques. On ne veut pas que les fintech, avec les fintech, on a plus de risques. J'ai parlé de volatilité, j'ai parlé de fragmentation. Je ne veux pas être négatif ici, parce que bon, c'est un peu mon boulot de toujours parler des risques. Ce n'est pas l'idée qu'on a comme gouvernement, parce qu'on va, comme Vincent a dit, OK, c'est une chose qui est là, qui apporte beaucoup de la valeur. Si on ne suit pas, on va perdre de l'activité. Alors il faut stimuler le truc. Alors on essaye, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans la réglementation? On est en train de faire un digital fitness check, c'est-à-dire on a demandé à tout le secteur et aux superviseurs de regarder la réglementation et nous indiquer où la réglementation en fait n'est pas technologie neutre. Quand tu dois encore mettre des choses sur papier, bon, ça n'aide pas les fintech. Alors on a dit là, voilà, nous dit-le, et on peut essayer de faire les changements nécessaires. On a un point de contact avec les superviseurs. Alors les superviseurs, s'ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe,
ils ne vont pas être positifs envers les fintech. Alors là, on a créé un centre d'excellence chez les superviseurs, la Banque nationale et l'FSMA, pour accueillir tous les nouvelles technologies, pour bien les comprendre. Et j'ai le retour du secteur que ça fonctionne bien. Dans la fiscalité, en fait, on a fait, je pense que le gouvernement aussi a fait beaucoup pour tout ce qui est les startups. C'était un peu le premier axe. Au début, on s'est dit, OK, là, il faut un peu aider les startups et assurer qu'il y a assez d'entrepreneurship en Belgique. C'est très difficile. On est encore toujours en Europe un des plus mauvais en termes d'entrepreneurship. C'est vraiment un problème en Belgique. Maintenant, on regarde plus les scale-up. Dès que tu as des entreprises qui ont 5 à 10 personnes, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils peuvent avoir la croissance? Et aussi l'innovation, on fait en fait beaucoup. Allez, si tu fais des innovations quand tu crées des softwares, etc., les déductions que tu peux faire dans les impôts, c'est énorme. Tu peux déduire, je pense, 85% des investissements. Ça veut dire que tu payes que 4-5% comme start-up sur ton budget d'innovation. Alors, on essaie vraiment de stimuler ça, l'innovation, etc., en utilisant la fiscalité. Mais ce qui est le plus important, c'est en fait l'economic policy. C'est aussi le plus difficile. Comment est-ce que créer les écosystèmes, la connaissance, les compétences, c'est l'éducation, etc. Ça va beaucoup plus lentement. Et ce qu'on a essayé de faire là, ça a été mentionné, c'est en fait l'initiative Beehive. C'est un écosystème localisé à Bruxelles, mais ouvert à tout. Et c'est créé avec tous les partenaires importants dans le secteur financier belge. Ça veut dire les assureurs, les banques, les grands et les petits, mais également les infrastructures de marché. Parce qu'à Bruxelles ou en Belgique, on a des centres d'excellence mondiaux dans l'infrastructure, comme Euroclear, Bank of New York Mellon, Mastercard, Swift. Ce sont vraiment des joueurs mondiaux. Et on a pu les intégrer dans l'initiative Beehive, qui est un peu le mariage entre le secteur traditionnel et puis tout ce qui est fintech. Je pense que KPMG travaille aussi beaucoup avec Beehive. Et c'est la réponse, je dirais, belge pour faire qu'on a aussi un centre d'excellence. Et on travaille ensemble, on est maintenant aussi à New York, à Tel Aviv, Londres, etc., pour vraiment stimuler la croissance des fintech en Belgique. Voilà.